Un moment. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Car ceci n'est pas une simple histoire de tromperie. C'est le cauchemar d'un homme qui a découvert que la femme avec laquelle il a dormi pendant 5 ans était, en réalité, un fantôme, un agent dormant, dont le seul but était de le détruire entièrement. La trahison a un silence toujours plus assourdissant que l'acte lui-même. La plupart des hommes croient que le danger réside dans le fait de se faire prendre, dans les cris, dans la vaisselle cassée, dans les larmes. Mais Alejandro Vargas était sur le point d'apprendre que le vrai cauchemar n'est pas la dispute, c'est la disparition. Il croyait qu'il tenait toutes les cartes, que c'était lui qui menait la double vie. Il se trompait. Lorsqu'il a franchi la porte de son appartement de luxe à Madrid à 3h14 du matin, sentant le parfum d'une autre femme, il n'a pas seulement trouvé une maison vide. Il a trouvé une vie qui avait été méticuleusement effacée. Pas d'épouse, pas de bébé, pas de photos. Seulement une question terrifiante qui allait faire exploser sa réalité. Qui diable était la femme qui avait dormi à ses côtés pendant les 5 dernières années? Chapitre 1. Le dégel de Madrid. L'odeur de jasmin de la secrétaire, Sofia, s'accrochait encore au col de la chemise d'Alejandro Vargas, tandis qu'il conduisait sa flamboyante Mercedes-Benz CLK. Coupé dans la rue de Serrano, dans le quartier de Salamanca. Il était 3h14 du matin. La capitale dormait à ses pieds, une grille d'indifférence brillante. Alejandro se sentait invincible. Il venait de finaliser une fusion monumentale pour son cabinet d'architecture, Vargas y Asociados, et l'avait célébré avec son assistante exécutive de 24 ans. C'était un cliché, il le savait. Mais les clichés n'importaient pas à Alejandro. Ce qui lui importait, c'était l'adrénaline et la sensation d'être désiré, quelque chose qu'il n'avait plus ressenti de la part de sa femme, Elena, depuis des mois. Elena. Il leva les yeux au ciel en garant la voiture dans le garage automatisé. Elle était devenue si maternelle, si monotone. Depuis que leur fils, Marco, était né il y a 10 mois, Elena avait cessé d'être la curatrice d'art mystérieuse et vibrante qu'il avait rencontrée dans une galerie à Barcelone 5 ans auparavant. Maintenant, il n'y avait que des taches de lait, des horaires de sommeil et des chuchotements de « Chut, tu vas réveiller le bébé ». Il coupa le moteur. Le silence dans l'appartement terrasse était dense. Habituellement, la lumière du hall était allumée, un phare passif-agressif de sa veille. Cette nuit, l'appartement était dans le noir. Une structure moderne, de verre et de marbre noir, qui ressemblait à une dent cassée dans le ciel nocturne. Bien, pensa Alejandro, vérifiant son reflet dans le rétroviseur et essuyant une subtile trace de rouge à lèvres de son menton. Elle dort. Pas de questions, pas de sermon. Il ouvrit la porte principale, entrant sur les sols polis en béton. L'air était froid, plus froid que d'habitude. Le thermostat était réglé à une température confortable pour Marco. Cette nuit, l'air lui mordait la peau. « Elena » murmura-t-il en jetant ses clés dans le bol en céramique de la console. Le bruit des clés heurtant le bol parut assourdissant, comme un coup de feu dans un canyon. Il n'y eut pas de réponse. Il se dirigea vers la cuisine. L'îlot en marbre était impeccable. D'habitude, il y avait des biberons en train de sécher ou une tasse de camomille à moitié vide qu'Elena avait oubliée. Cette nuit, les surfaces brillaient sous la lumière de la lune qui filtrait par les lucarnes. Il n'y avait rien, pas une cuillère, pas un bavoir. Un frisson d'inquiétude lui piqua la nuque. « Elena » dit-il, plus fort cette fois. Il monta l'escalier flottant. Ses pas étaient lourds.
Il se dirigea directement vers la chambre principale. La porte était entr'ouverte. Il la poussa, s'attendant à voir sa silhouette sous la couette, la montée et la descente rythmique de sa respiration. Le lit était fait, pas seulement fait, il était immaculé, comme dans une salle d'exposition. Les oreillers étaient empilés avec une précision géométrique. Alejandro fronça les sourcils, son rythme cardiaque s'accélérant. Peut-être est-elle dans la chambre de Marco. Il doit être malade. Il fit demi-tour et marcha dans le couloir jusqu'à la chambre du bébé. Il agrippa la poignée et la tourna. La chambre était sombre. Il appuya sur l'interrupteur à intensité variable. La douce lumière dorée inonda la pièce et Alejandro Vargas cessa de respirer. Chapitre 2. La chambre. Effacée, la chambre était vide. Non seulement dépourvue de personne, mais dépourvue de vie. Le berceau, le coûteux berceau en chêne sculpté à la main qu'ils avaient importé, avait disparu. La table allongée était partie. La chaise à bascule, où il l'avait vu allaiter Marco des centaines de fois, disparut. La pièce était une boîte de murs blancs vides. La moquette conservait encore les légères indentations où les meubles avaient été, comme des membres fantômes. Qu'est-ce que... Alejandro se retourna. La panique traversa finalement son arrogance. « Elena! Elena! » Il se précipita vers la chambre principale et ouvrit violemment le dressing. Il se figea. Son côté du placard était intact. Ses costumes Armani, ses vêtements décontractés, sa collection de montres. Le côté d'elle était nu. Des cintres en fil de fer vide pendaient, tintant doucement à cause du courant d'air de la porte ouverte. Les étagères où ses chaussures étaient alignées, Louboutin, baskets, sandales, étaient propres. Ce n'était pas seulement qu'elle avait pris une valise. Elle avait tout pris. Il courut à la salle de bain. Sa brosse à dents, ses crèmes, son maquillage. Tout avait disparu. C'était comme si Elena Vargas n'avait jamais existé. Alejandro chancela de retour dans la chambre. Ses mains tremblaient. Il prit son téléphone et composa son numéro. « Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. » Il fixa l'écran. C'était impossible. C'était lui qui payait la facture. Il composa à nouveau. La même voix automatique. Froide. Définitive. Il s'assit au bord du lit parfaitement fait, son esprit s'emballant. Un enlèvement? Un cambriolage? Non. Les voleurs ne font pas le lit. Les voleurs n'enlèvent pas soigneusement un berceau et ne laissent pas la télévision très chère en bas. C'était un exode. Il se leva et courut en bas vers son bureau à domicile. Il avait besoin de vérifier le coffre-fort. C'est là qu'ils gardaient leur passeport, certificat de naissance et l'argent d'urgence. Il ouvrit la lourde porte en chêne du bureau et déplaça le tableau abstrait pour révéler le coffre-fort mural. Ses doigts bégayaient tandis qu'il composait le code. 10-24-18, leur anniversaire de mariage. Bip. Erreur. Non. Siffla-t-il. Il essaya l'anniversaire d'Elena. Erreur. Il essaya l'anniversaire de Marco. Clic. Le mécanisme bourdonna et la lourde porte s'ouvrit. Alejandro l'ouvrit d'un coup, désespéré de voir les passeports, de voir une preuve de sa famille. Le coffre-fort était vide. Les liasses d'argent liquide, près de 50 000 balles qu'il gardait pour les urgences, avaient disparu. Les passeports étaient partis. L'acte de propriété de la maison avait disparu. Mais il restait une chose. Au centre de l'étagère métallique se trouvait une petite boîte à bijoux en velours. Alejandro la reconnut immédiatement.
C'était la boîte de la bague de fiançailles en diamant. Avec des mains tremblantes, il ouvrit la boîte. La bague. Elle était là. Mais sous la bague, plié en un carré serré, il y avait un morceau de papier. Il le déplia. Ce n'était pas une note écrite à la main. C'était une impression d'un reçu de virement bancaire. Il était daté d'hier. Transfert initié depuis les économies conjointes d'Alejandro et Elena. Montant 2,50 millions poignées. Solde du compte. 0. Destinataire. Entité offshore inconnue. Et sous le reçu, griffonné à l'encre rouge, de l'écriture incomparable et pointue d'Elena, il y avait 3 mots. Matricule de l'élection. Alejandro regarda le papier jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. 2,5 millions d'euros. Liquidité. Disparu. Il composa le 112. Urgence. Quelle est la situation? Ma femme! Alejandro s'étouffa. La réalité frappa finalement ses cordes vocales. Ma femme est partie. Mon fils est parti. Quelqu'un les a emmenés. Monsieur, respirez! Vous dites qu'ils ont été enlevés? Je ne sais pas. La maison est vide. Leurs affaires ont disparu. Les meubles du bébé ont disparu. Il semble qu'elle vous ait quitté, monsieur, dit l'opératrice. Sa voix passa d'urgente à lasse. C'est une affaire civile, oui. Elle a pris 2 millions d'euros, rugit Alejandro, les veines de son cou se gonflant. Et elle a vidé le coffre-fort. Envoyez la police. Maintenant. Chapitre 3. Le fantôme sur le papier. 30 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille projetaient des lumières rouges et bleues contre la façade minimaliste de sa maison. Alejandro faisait les 100 pas dans le salon, agrippant un verre de whisky écossais qu'il n'avait pas bu. Un détective entra. L'inspecteur Vega. C'était un homme âgé, avec un trench coat froissé. Il avait des yeux fatigués qui avaient vu trop de disputes conjugales. « Monsieur Vargas » demanda Vega, regardant autour du salon vide et stérile. « Je suis l'inspecteur Vega. Voulez-vous me dire ce qui s'est passé? »« Je suis rentré à la maison, » bégaya Alejandro. « Du travail? »« Tard. » Et ils étaient partis. « Du travail? » Vega haussa un sourcil. « À 3 heures du matin, un dîner d'affaires qui s'est prolongé. » Vega n'avait pas l'air convaincu, mais n'insista pas encore. Il dit qu'elle a tout vidé. Les vêtements, les meubles, tout. La chambre du bébé est nue. « Cela prend du temps, monsieur Vargas, » dit Vega, sortant un carnet. « Déplacer un berceau, emballer une garde-robe, cela demande de l'aide. Avez-vous vu une camionnette de déménagement chez les voisins? Je ne sais pas. Je ne leur ai pas demandé. » Vega s'approcha de la cheminée où se trouvaient habituellement quelques cadres photos. Ils avaient disparu eux aussi. Bien. Commençons par les bases. Nom complet de votre épouse? Elena Vargas. Nom de jeune fille? Elena Rostova. Rostova. Russe. Elle vient d'Europe de l'Est. Écoutez, elle n'est pas seulement partie, elle m'a tout volé. Elle a vidé les comptes. Vega hocha lentement la tête. Avez-vous une photo d'elle? Nous devons émettre une alerte, au cas où l'enfant serait en danger. Alejandro prit son téléphone pour ouvrir sa galerie. Il fit défiler ses favoris. Son pouce s'arrêta. Il remonta, puis redescendit. « Que se passe-t-il? » demanda Vega. « Mes photos, » murmura Alejandro. « Elles ont disparu. Que voulez-vous dire? » Les photos d'Elena, les photos de Marco, elles ont été supprimées. Il leva les yeux écarquillés par l'horreur. Nous partagions un compte iCloud. Elle les a effacées à distance. Vous n'avez pas de photos physiques?
Elle a emporté les cadres, cria Alejandro, jetant le téléphone sur le canapé. 1 minute, les réseaux sociaux. Alejandro courut à son ordinateur portable sur la table basse. Il ouvrit Instagram. Il chercha son profil. Utilisateur non trouvé. Il alla sur Facebook. Le profil n'existe plus. Elle a tout effacé, dit Alejandro, sa voix tombant à un murmure terrifié. Elle s'est effacée elle-même. Vega s'approcha. Son attitude passa de l'ennui à la vivacité. Monsieur Vargas, c'est trop exhaustif pour une simple dispute conjugale. Depuis combien de temps êtes-vous marié? 5 ans. Et où vous êtes-vous rencontrés? New York, une galerie d'art. Avait-elle de la famille ici? Non. Ses parents sont morts dans un accident de voiture en Lettonie il y a des années. Il y a personne en Lettonie, murmura Vega, prenant des notes. D'accord, nous devrons la passer au système. J'ai besoin de son numéro d'identification fiscale. Alejandro tituba. Alejandro courut au bureau. Le coffre-fort était vide, mais il avait les déclarations de revenus sur son disque dur. Il alluma son ordinateur de bureau. Entrez le mot de passe. Il tapa son mot de passe. Mot de passe incorrect. Elle a verrouillé mon propre ordinateur. Il frappa le bureau avec son poing. « Monsieur Vargas, » dit Vega depuis le seuil, « avez-vous une trace papier physique? Un certificat de mariage? Un certificat de naissance de l'enfant? Dans le coffre-fort qu'elle a vidé. » Vega soupira. « Bien. Nous pouvons chercher l'acte de mariage dans les registres du comté. C'est un registre public. Date du mariage, 24 octobre 2018. Nous nous sommes mariés à la mairie de Madrid, avant la réception. » Vega sortit son téléphone et passa un appel. Il parla à voix basse, donnant des dates et des noms. Alejandro arpentait la pièce, le silence de la maison l'oppressant. Il se sentait s'étouffer. La maison n'était pas seulement vide. Elle ressemblait à un décor de théâtre dont les acteurs étaient rentrés chez eux, le laissant parler tout seul. Vega raccrocha et se tourna vers Alejandro. Son expression était indéchiffrable. « Monsieur Vargas, » dit Vega lentement, « êtes-vous sûr de cette date? »« Oui, bien sûr que je suis sûr. »« Et du nom? Elena Rostova? » Oui, car je viens de demander au bureau du registre civil de Madrid de faire une recherche. Il n'y a aucune trace d'un mariage entre un Alejandro Vargas et une Elena Rostova à cette date, ni à aucune date en 2018. Alejandro s'arrêta de marcher. C'est ridicule. J'étais là. J'ai signé les papiers. Nous avons également recherché le certificat de naissance d'un Marco Vargas, continua Vega, baissant sa voix d'une octave. Rien. Que dites-vous? Murmura Alejandro. Je dis, monsieur Vargas, que selon le gouvernement espagnol, la femme avec qui vous avez vécu pendant 5 ans et l'enfant que vous dites avoir n'existent pas. Alejandro s'effondra sur la chaise en cuir du bureau. La pièce tournait. C'est impossible. J'ai des amis qui l'ont rencontré. Mes employés l'ont rencontré à la fête de Noël. Nous pouvons les interroger, dit Vega. Mais, pour l'instant, légalement parlant, vous poursuivez un fantôme. Et si elle a vidé les comptes bancaires, cela nécessite généralement 2 signatures. À moins que quoi? À moins que les comptes n'aient jamais été vraiment conjoints? Ou à moins qu'elle ait eu une procuration à votre insu? Vega regarda autour de la pièce. Vous avez dit qu'elle était ennuyeuse. Juste une mère. Dites-moi, monsieur Vargas, que faisait votre femme avant de vous rencontrer? Elle travaillait en logistique d'art, l'envoi de tableaux. Vega laissa échapper un rire sec et sans humour. Logistique, bien sûr. Chapitre 4. La menace sur la peau. Soudain, le téléphone d'Alejandro vibra sur le canapé. Ce n'était pas un appel.
C'était une notification de son fournisseur de sécurité. Mouvement détecté. Jardin arrière. 03h48 du matin. Il y a quelqu'un dehors, haleta Alejandro. Vega dégaina son arme instantanément. Restez ici. Le détective se dirigea vers les portes-fenêtres donnant sur le jardin. Alejandro le suivit à distance. Le jardin arrière était sombre, l'eau de la piscine, noire et immobile. Vega pointa sa lampe de poche sur la pelouse. Rien. Puis, le faisceau frappa le seul olivier au centre du jardin. Cloué à l'écorce de l'arbre, flottant dans la brise nocturne, il y avait un body de bébé. Le body bleu préféré de Marco. Alejandro courut devant le détective et sortit, agrippant le petit tissu. Il était humide de rosée. Il le retourna. Cloué à l'arrière, il y avait une photo Polaroid. Alejandro alluma la lumière de son téléphone dessus. C'était une photo d'Alejandro. Prise cette nuit. À 1h23 du matin, il se tenait sur le balcon de l'appartement de Sofia, fumant une cigarette, riant. L'angle était celui d'une lentille de haute puissance, prise depuis un toit de l'autre côté de la rue. Elle l'avait surveillé. Pendant qu'il la trompait, elle ne faisait pas ses valises. Elle surveillait. Et gribonnée en bas de la photo, il y avait une coordonnée. 37 et 7. 4 et 2 haut. Elle joue à un jeu, dit Vega, regardant la photo par-dessus l'épaule d'Alejandro. Elle avait une bonne avance sur vous. Alejandro fixa les coordonnées gribouillées sur la Polaroid. C'est Cordoue, inspecteur Vega, dit Vega, levant les yeux de son smartphone. La lumière bleue de l'écran illumina les profondes lignes d'inquiétude gravées sur son visage. La zone de la Sierra de Cordoba, l'hôtel de la pleine lune, près de la rivière. Nous y sommes allés pour notre lune de miel. Alejandro sentit une sueur froide perler sur son front. Nous avions loué une maison rurale. C'était le seul endroit où elle m'avait demandé d'aller. Elle disait qu'elle voulait voir les étoiles dans la Sierra. Les étoiles, répéta Vega, son ton sec. Cela semble approprié. Vega rengaina son arme, mais ne se détendit pas. Monsieur Vargas, je vais être honnête avec vous. Les gens ne disparaissent pas comme ça, sans une préparation approfondie. La laque de registre, les données effacées, le coffre-fort vide. C'est professionnel. Ce n'est pas une épouse et conduite. C'est du travail de renseignement. Qui diable est ma femme? Je vous l'ai dit, s'emporta Alejandro, arpentant la pelouse entretenue avec ses chaussures en cuir italienne. C'est une mère. Elle aimait le jardinage et le vin blanc. Elle était ennuyeuse. Les femmes ennuyeuses n'effacent pas leur existence des bases de données du gouvernement, répliqua Vega. Et elles n'ont pas de photos de surveillance de leur mari infidèle, prises depuis un toit. Alejandro se recroquevilla. La photo était toujours dans sa main. Une pièce à conviction accablante. Écoutez, oubliez la tromperie. Elle a pris mon fils. Vous devez retrouver Marco. Nous allons essayer, dit Vega, faisant signe aux officiers en uniforme de commencer à quadriller le périmètre. Mais si elle n'existe pas sur le papier, la traquer va être un cauchemar. Je vais avoir besoin d'accéder à vos dossiers commerciaux, à votre historique de voyage, à tout. Si elle planifiait cela, elle pourrait avoir compromis plus que votre compte personnel. Alejandro se figea. Dossiers commerciaux. Vargas y Asociados. Il venait de finaliser la fusion avec un holding massif hier, un accord de 400 millions d'euros qui allait changer l'horizon de Madrid. L'accord était basé sur des plans architecturaux brevetés et des permis de zonage sensibles qu'Alejandro avait graissé quelques mains pour acquérir. Je dois aller au bureau,
dit brusquement Alejandro, se tournant vers la maison. « Monsieur Vargas, il est 4 heures du matin. Nous avons besoin de vous ici pour une déclaration. »« Je ne peux pas rester ici !» cria Alejandro, sa voix se brisant. « Si elle a mes mots de passe, elle a accès au serveur de l'entreprise. Comprenez-vous? Ce n'est pas seulement mon argent, c'est le travail de ma vie. » Sans attendre la permission de Vega, Alejandro fit irruption dans la maison, attrapa ses clés et courut vers la Mercedes. Il avait besoin de vérifier l'intégrité du réseau principal de l'entreprise. Si Elena planifiait cela depuis longtemps, elle savait que son entreprise était son véritable amour. Marco était son héritage, mais l'entreprise était son ego. Il quitta l'allée en faisant crisser les pneus. Alors qu'il se dirigeait vers le centre de Madrid, il essaya d'appeler Sofia. Il avait besoin d'entendre une voix simple, admirative et réelle. « Alejandro » répondit la voix de Sofia. Elle semblait essoufflée, terrifiée. « Écoute seulement, quelque chose s'est passé. Elena est partie. Elle a tout pris. Je vais... »« Alejandro, arrête !» cria Sofia. « Ne viens pas ici !» Alejandro freina brusquement à un feu rouge. « Quoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? »« Quelqu'un est venu ici, » sanglota Sofia. « Me suis réveillé il y a 10 minutes. Ma porte était ouverte. Alejandro, ils n'ont pas pris ma télévision ni mes bijoux. »« Qu'ont-ils pris? »« Ils t'ont pris, » murmura-t-elle. « Tous les cadeaux que tu m'as faits. Le bracelet Cartier, les boucles d'oreilles en diamant, le sac à main. Ils ont disparu. Et, Alejandro, ils ont laissé quelque chose sur mon oreiller. » La poignée d'Alejandro sur le volant se serra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Qu'est-ce que c'est? C'est une suce, une tétine bleue. » Alejandro sentit le sang lui quitter le visage, la tétine de Marco. Elena était allée dans l'appartement de son amante. Pendant qu'Alejandro rentrait chez lui, pendant qu'il découvrait le berceau vide, Elena, ou quiconque elle avait engagé, s'était tenue au-dessus de son amante endormie, plaçant une tétine de bébé sur son oreiller. Ce n'était pas seulement un vol. C'était un « Je peux toucher n'importe qui tu touches. »« Sors de là !» ordonna Alejandro, la voix tremblante. « Va à l'hôtel, paye en espèces. N'utilise pas tes cartes. Je t'appelle. » Il raccrocha et appuya sur l'accélérateur à fond. Les lumières de la ville s'estompèrent entraînées de violence néon. Il ne faisait pas face à un divorce. Il faisait face à un fantôme qui avait dormi dans son lit, mémorisé ses codes et attendu le moment parfait pour le démanteler pièce par pièce. Il arriva à son immeuble de bureau, une élégante tour de verre qu'il avait lui-même conçue. Il passa sa carte au poste de sécurité. Le gardien de nuit, un homme jovial, hocha la tête. « Vous travaillez tard, Monsieur Vargas ?» Quelque chose comme ça. Alejandro prit l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent, révélant le hall silencieux de Vargas y Asociados. Il courut à son bureau d'angle, ouvrant brusquement la porte vitrée. Tout semblait normal. Il s'assit à son bureau et réveilla son ordinateur. Il entra ses identifiants. Accès refusé. « Non », siffla-t-il. Il essaya le code de contournement de l'administrateur. Accès refusé. Verrouillage du système initié. Soudain, le grand moniteur mural, celui utilisé pour les présentations aux clients, s'alluma. Alejandro recula. Il ne l'avait pas allumé. Un fichier vidéo commença à être lu. C'étaient des images de l'intérieur de ce même bureau. L'horodatage datait d'il y a 3 semaines. Alejandro se vit à l'écran.
Il était assis à son bureau, parlant avec un conseiller municipal. Il se vit ouvrir une mallette et glisser une enveloppe d'argent liquide sur la surface en acajou. Cela garantit que la sonnification pour le projet du port de Plaisance disparaisse, dit l'Alejandro à l'écran. Un plaisir de faire affaire, Alejandro, répondit le conseiller. Le vidéo coupa au noir, puis un texte blanc apparut à l'écran. Fichier téléchargé vers l'unité des délits financiers, l'agence fiscale d'El País. Lancement programmé. 9 heures aujourd'hui. Alejandro regarda l'écran, sa bouche sèche comme de la cendre. Ce n'était pas seulement l'argent, ce n'était pas seulement le bébé. Elle le brûlait jusqu'aux fondations. Elle avait enregistré ses crimes. Elle détenait le levier pour l'envoyer en prison pendant 20 ans. Et puis, une nouvelle ligne de texte apparut, clignotant lentement. Voulez-vous arrêter le téléchargement? Rendez-vous aux coordonnées. Seul, Alejandro. Alejandro fixa l'ultimatum numérique sur le mur. Il était 4h45 du matin. Il avait 4 heures et 15 minutes avant que sa vie d'architecte célèbre ne prenne fin et que sa vie de détenu fédéral ne commence. Il attrapa le téléphone de son bureau pour appeler son avocat, mais s'arrêta. S'il appelait un avocat, il devrait admettre le pot de vin enregistré sur la bande. Le privilège avocat-client a des limites. Il avait besoin d'un fixer. Il sortit un téléphone jetable d'un compartiment caché dans le tiroir de son bureau, l'un des rares secrets qu'il avait prié pour qu'Elena n'ait pas trouvé. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Faites vite », répondit d'une voix grave à la deuxième sonnerie. « Garrido », dit Alejandro. « C'est Vargas. J'ai un problème. »« Je vois déjà les infos, Vargas. Je ne fais pas de divorce. »« Ce n'est pas un divorce, » siffla Alejandro. « Elle m'a mis à zéro. Vol d'identité, enlèvement et espionnage corporatif. Elle a du matériel incriminant, Garrido. Du mauvais matériel. Elle menace de le divulguer dans 4 heures. » Il y eut une pause sur la ligne. Garrido était un ancien agent de renseignement du CNI qui avait été expulsé pour être trop agressif. Il dirigeait maintenant un cabinet de renseignement privé pour les personnes qui avaient plus d'argent que de morale. Qui est-elle? Mais la police dit qu'elle n'existe pas. Un fantôme, murmura Garrido. Bien, je peux faire une recherche approfondie, mais si elle a effacé des bases de données gouvernementales, elle ne travaille pas seule. Elle a du soutien. Niveau étatique ou crime organisé. Tu t'es marié avec la mafia, Vargas? C'était une orpheline. Elle aimait peindre des aquarelles de l'océan, claro. Et moi, j'aime tricoter. Envoie-moi tout ce que tu as. Photos, vieux courriel, tout ce qui a pu lui échapper. Rien ne lui a échappé. Elle a effacé le cloud. Rien n'est vraiment effacé, Vargas. Les serveurs conservent toujours les fantômes des données. Je mettrai mes techniciens sur tes comptes. Où vas-tu? Cordoue, dit Alejandro. Elle m'a donné des coordonnées, une date limite. Ne le fais pas, avertit Garrido. C'est un piège mortel. Si tu y vas, tu ne reviendras pas. Si je n'y vais pas, elle divulgue la vidéo. J'irai en prison de toute façon. Au moins de cette façon, je pourrai retrouver mon fils. D'accord, mais prends de la protection. Et Vargas, si cette femme est celle que je pense, un agent dormant, elle t'a étudié pendant 5 ans. Elle sait comment tu penses mieux que toi. N'essaie pas d'être plus malin qu'elle. Contente-toi de survivre. Alejandro raccrocha. Il n'avait pas de pistolet. C'était un architecte. Ses outils étaient des rapporteurs et des logiciels. Mais il avait un jet privé. Il s'enfuit du bureau en courant, ignorant le gardien de sécurité, et se dirigea vers l'aérodrome privé à Cuatro Vientos, où il gardait son Cessna Citation. Pendant qu'il conduisait, son esprit revivait les 5 dernières années. Chaque souvenir était désormais suspect.
la façon dont elle parlait couramment 4 langues, mais prétendait qu'elle venait de les apprendre en voyageant, la façon dont elle n'était jamais malade, la façon dont elle remarquait les choses avant qu'elles n'arrivent. Un serveur laissant tomber un plateau, une voiture déviant dans le trafic. Il avait pensé qu'elle était observatrice. Maintenant, il réalisa qu'elle était entraînée. Chapitre 5. Protocole Dédale. Il arriva à l'aérodrome à 5h30 du matin. Son pilote préparait déjà l'avion. « Monsieur Vargas, nous ne vous attendions pas. Plan de vol. Cordoue. Maintenant. À quelle vitesse pouvons-nous arriver? » Le pilote regarda l'apparence échevelée d'Alejandro, le col déboutonné, les taches de sueur, les yeux sauvages. « Le temps est mauvais sur la Sierra, monsieur. Cela pourrait prendre 2 heures. »« Amène-moi, c'est tout. » Alejandro monta dans l'avion. Pendant que les moteurs à réaction prenaient vie, il ouvrit son ordinateur portable. Une machine de secours. Il se connecta au Wi-Fi de l'avion. Il avait une idée. Un endroit où elle aurait pu échouer. Le moniteur du bébé. Ils avaient un moniteur intelligent, haut de gamme dans la chambre de Marco. Il était connecté au Wi-Fi, mais il avait un stockage cloud séparé géré par une société de sécurité externe. Pas Apple ni Google. Si Elena avait effacé les comptes principaux, elle avait peut-être oublié l'application propriétaire de la caméra. Alejandro téléchargea l'application. Sa main trembla alors qu'il tapait le nom d'utilisateur. Il devina le mot de passe. Elle avait l'habitude de configurer les mots de passe de la maison. Mot de passe incorrect. Il essaya à nouveau. Marco 2024. Accès accordé. Le flux se chargea. Il était noir. La caméra avait disparu. Mais il alla à l'historique des événements. La plupart des clips avaient été supprimés. Mais il y en avait un. Le dernier. Horodatage. 21h15 hier soir. Alejandro cliqua sur lecture. Les images de vision nocturne en noir et blanc montraient la chambre du bébé. Marco dormait dans le berceau. Elena entra dans le champ. Elle était vêtue d'un équipement tactique noir. Pantalon, bottes, un pull ajusté. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui portait des robes d'été fleuries. Ses mouvements étaient précis, efficaces. Elle prit Marco doucement. Le bébé bougea. Elle chuchota. L'audio était clair. « Maman te tient. Nous allons vivre une aventure. » Elle marcha vers la caméra. Elle regarda directement l'objectif. Ses yeux, généralement doux et marrons, semblaient être de l'obsidienne froide. Elle ne cassa pas la caméra. Elle lui parla. « Alejandro, » dit-elle doucement, « je sais que tu regardes ceci dans l'avion. Tu prends toujours l'avion quand tu t'enfuis. » Alejandro haleta, reculant de l'écran. Elle avait prédit son mouvement exact des heures à l'avance. « Tu crois que tu es le personnage principal de cette histoire? » continua-t-elle, ajustant le bébé sur sa hanche. « Tu crois que tu es l'homme puissant qui s'est ennuyé de sa femme simple? Mais tu n'as jamais été le puissant Alejandro. Tu as été l'affectation. » Elle se pencha plus près. « Il y a 5 ans, ton entreprise a remporté le contrat pour la nouvelle installation de cybersécurité du ministère de la Défense à Séville. Tu as les plans. Tu as les schémas de sécurité stockés sur un disque hors ligne dans ton coffre-fort. Où tu les avais? » Alejandro cessa de respirer. Il avait oublié ce projet. Il était classifié. Il avait gardé une copie des conceptions comme assurance, cachée dans le double fond du coffre-fort. « Je ne t'ai pas épousé par amour, » dit sa voix, dépourvue d'émotion. « Je ne t'ai pas épousé pour l'argent. Je t'ai épousé pour les plans. Et maintenant que l'installation est construite et opérationnelle, ma mission est complète. Marco est mon bonus. » « Tu es mon fil lâche. » Elle s'approcha et débrancha la caméra.
L'écran devint statique. Alejandro se laissa tomber en arrière sur le siège en cuir du jet privé. Ce n'était pas une épouse jalouse. C'était un agent de renseignement étranger. Et elle venait de voler les secrets architecturaux du bâtiment le plus sécurisé d'Espagne. Il ne poursuivait pas une femme. Il poursuivait un acte de guerre. Si vous étiez à la place d'Alejandro, sachant que votre fils est en danger, iriez-vous seul aux coordonnées ou appelleriez-vous immédiatement la police, l'inspecteur Vega? Malgré le fait de savoir que la police n'a aucun pouvoir contre un agent entraîné. Laissez-moi votre opinion dans les commentaires. Chapitre 6. La ruse de l'architecte. Le Cessna atterrit sur la piste de l'aéroport de Cordoue, dans un nuage de brume glaciale. Bien que ce soit techniquement le printemps, l'air mordait, comme un animal sauvage. Alejandro n'avait pas de manteau. Il était toujours dans le costume de la nuit précédente, le tissu fin inutile contre le vent. Il loua un Dacia Duster au kiosque. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine signer le contrat. « Vous allez à la Sierra ?» demanda l'employé, regardant l'apparence échevelée d'Alejandro. « Les routes sont glacées près du col. »« Conduis seulement, » murmura Alejandro en agrippant les clés. Il conduisit vers le sud, le chauffage à fond. Le paysage était étrange. D'énormes pins parsemés de givre. Des jets de vapeur montant de la terre comme des fantômes. Les coordonnées GPS qu'Elena avait laissées pointaient vers un emplacement profond dans la Sierra de Cordoba, près d'un vieux sentier. 3012 N, murmura-t-il. Pendant qu'il conduisait, son téléphone jetable vibra. C'était Garrido. « Vargas, écoute-moi. » La voix de Garrido était déformée par la statique. J'ai passé la reconnaissance faciale de tes photos de mariage dans la base de données de l'OTAN. Nous avons eu une correspondance, très ancienne et très censurée. « Qui est-elle » demanda Alejandro, ses yeux balayant la ligne d'arbres, à la recherche de tireurs d'élite. « Son nom n'est pas Elena, c'est Katia Volkov. Elle a été entraînée par le SVR, les renseignements extérieurs russes, mais est devenue renégate il y a environ 7 ans. C'est une mercenaire, Vargas, une saboteuse corporative. Elle se spécialise dans l'acquisition secrète. Elle ne vole pas seulement des données, elle devient la personne qui y a accès. « Elle est à mon fils », s'étouffa Alejandro. Elle blesse les cibles. Elle termine la mission, dit Garrido avec gravité. Habituellement, la cible est tenue pour responsable du vol. Suicide, accident ou prison. Elle disparaît. Vargas, si tu entres dans ces coordonnées, tu entres dans une scène de crime aseptisée. Elle va te tuer et faire passer ça pour un suicide par chagrin. Marie tue sa famille, puis se suicide. C'est une histoire propre. Je m'en fiche, dit Alejandro, tournant le Duster sur un chemin de gravier restreint. Je suis proche. Vargas, ne t'implique pas. J'ai une équipe à Malaga. Nous pouvons être là en... Alejandro raccrocha. Il jeta le téléphone sur le siège passager. Il arriva au bout du chemin. Les coordonnées pointaient vers une passerelle en bois qui serpentait à travers un champ de rochers et de sources thermales fumantes. L'odeur de soufre était écrasante. La zone était déserte. « Elena !» cria-t-il, sa voix lui déchirant la gorge. « Katia, je suis là !» La vapeur glissa sur la passerelle, obscurcissant sa vision. Il avança. 50 mètres plus loin, à travers la brume, il le vit. Une poussette de bébé. C'était sa poussette. La coûteuse Bugaboo, grise anthracite. Elle était garée juste au bord de la balustrade, surplombant un trou profond d'eau bleue bouillante. Alejandro se mit à courir. Ses poumons brûlaient dans l'air raréfié.
il attrapa la poignée, la retournant. « Marco, papa est là !» Il se figea. La poussette était vide. À l'intérieur, attaché au harnais, il y avait un ordinateur portable renforcé. L'écran brillait en bleu. Sur l'écran, il y avait une transmission vidéo en direct. Elle montrait Marco. Il était dans un siège auto, endormi, en sécurité. L'arrière-plan de la vidéo montrait l'intérieur d'un véhicule, en mouvement. Et puis, une voix sortit des haut-parleurs de l'ordinateur portable. « Tu es arrivé à temps, Alejandro. » Alejandro se tourna, cherchant une caméra, un microphone, n'importe quoi. « Où es-tu? Je t'ai donné ce que tu voulais. »« Tu as les plans? »« J'ai les fichiers. » ronronna la voix de